y va. Direction le Rwanda, on va faire un voyage à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps, puisqu'on va remonter 30 ans en arrière, Lise, pour un événement qui fut... c'est un génocide, celui-là, oui. il est acté dans les livres, c'est un génocide qui a fait 1 million de morts en quelques mois. Bonjour Michel Bussy. Bonjour. C'était un triste record, malheureusement. Oui, c'est un des 3 génocides reconnus par l'ONU, avec le génocide des Arméniens sous la Shoah, et puis le génocide donc, des Tutsis au Rwanda, et c'est le plus récent, puisqu'il a 30 ans, et puis il appartient à cette histoire d'après la chute du mur, donc il appartient à c'est le génocide qui a un peu traumatisé, en fait, après la chute du mur, les démocraties naissantes, notamment en Afrique. On était dans une période où on pensait que le monde serait en paix et plus démocratique, et le Rwanda est venu montrer que avec les meilleures intentions, notamment la démocratisation d'un pays, eh bien, on a abouti à l'un des pires génocides de l'histoire. Et puis, ça nous touche, vous Français et nous Belges aussi, parce que les 2 pays ont été impliqués de manière différente dans cette histoire. Que le Rwanda, c'est aussi une de nos anciennes... Alors, c'est pas une colonie, mais c'était une possession, je crois, qu'on a récupérée, entre guillemets, après la Deuxième Guerre mondiale, ou après la Première Guerre mondiale, je ne sais plus. Non, alors c'est plus ancien que ça. Effectivement, au départ, c'est les Allemands qui découvrent le Rwanda, mais très vite, ça devient effectivement une colonie belge. Et c'est surtout les Belges, effectivement, qui vont diviser ce pays en 2, entre Tutsis et Hutus, enfin décider que 15% de la population deviendrait Tutsi, sur des critères complètement artificiels, notamment des critères physiques assez flous. Et voilà, et donc évidemment, le Rwanda va être marqué par cette division, qui est avant tout une division administrative, qui est liée à des papiers d'identité qu'on va donner aux Tutsis et Hutus. Donc c'est effectivement, la Belgique porte ce poids-là. Et donc on a même dit qu'il y avait peut-être un inconscient vis-à-vis d'une Belgique elle-même coupée en 2. Voilà. Et les Français... Il y a eu l'histoire de la radio Mille Collines aussi, animée par un Belge qui a mis de l'huile sur le feu, etc. Donc voilà, c'est un traumatisme dans notre histoire. Et d'ailleurs, c'est une histoire de traumatisme, Lise. Oui, tout à fait, puisqu'on part de Maë, une jeune Française qui est née à Caen et qui vit avec sa maman et son grand-père et qui se demande un petit peu quelles sont ses racines. Et son grand-père, pour Noël, va lui offrir un billet d'avion pour partir et un carnet qui est le journal de sa grand-mère. Oui, c'est ça. C'est l'entrée par le Rwanda se fait pas directement par le génocide, mais par le fait que Maë, donc sa petite fille qui n'a pas connu le Rwanda et dont sa mère, qui est une rescapée du génocide, n'a pas voulu non plus lui en parler. Et donc, elle va lire le journal de sa grand-mère, Espérance, et à travers le journal de sa grand-mère, découvrir finalement ces années avant le génocide, pendant le génocide, comment sa grand-mère va lutter pour survivre, et après le génocide, notamment l'opération Turquoise, enfin comment le pays va se reconstruire. Donc c'est une façon, je ne vais pas dire joyeuse, mais en tout cas, Maë joue un peu le rôle de Candide, puisqu'elle découvre le Rwanda moderne, le Rwanda d'aujourd'hui, et par sa grand-mère découvre le Rwanda, un Rwanda bien différent, qui va aboutir à ce fameux génocide et ce quasi-million de morts. C'est certainement la porte d'entrée de pas mal de jeunes, de descendants de Rwandais vivant ici, qui effectivement, et les gens qui ont connu la Shoah ont connu la même chose. On n'a pas envie de raconter après, et c'est certainement la même manière dont ça s'est passé pour les rescapés du Rwanda. Oui, c'est ça, il y a l'effet deuxième génération, où par contre, les jeunes ont envie de savoir, et puis il y a ce qui c'est aussi fascinant par le Rwanda, c'est-à-dire ce Rwanda moderne, par exemple, Maë, elle a envie d'aller voir les gorilles, parce que le Rwanda, c'est le seul pays au monde où on peut voir des gorilles habitués, donc on peut les voir dans leur habitat naturel. Donc le Rwanda est un pays relativement touristique, un pays vitrine. Aujourd'hui, il y a les championnats du monde de cyclisme, c'est la première fois qu'il y en a sur le sol africain. Il y a un renouveau économique aussi. Il y a un renouveau économique, en tout cas sur Kigali. Donc voilà, donc il y a cette idée que le Rwanda est attractif pour Maë. Et d'un autre côté, évidemment, c'est cette mémoire qui est extrêmement forte et qui peut même effrayer. Puisqu'aujourd'hui, moi, je vois en France, qui se dit je vais aller au Rwanda, il y a beaucoup de gens qui vont s'inquiéter, en tout cas, avoir des images, évidemment, de massacres, de machettes, de corps ensanglantés. Donc, il y a plusieurs images du Rwanda, et c'est ce qui est intéressant aussi de travailler dans un roman. Vous y êtes allé au Rwanda pour écrire ce bouquin ? Oui, alors je pense que ça aurait été absolument impossible d'y aller de l'écrire le livre sans y aller, et j'ai eu la chance d'y aller avec Patrick de Saint-Exupéry, qui est un journaliste français, grand reporter, qui est celui en France qui est le premier à écrire des livres pour dénoncer l'action de la France au Rwanda, et donc qui est aujourd'hui reconnu comme un grand témoin, on va dire, c'est même presque un personnage historique au Rwanda, parce qu'il a écrit, et du coup
coup, découvrir le Rwanda pendant une dizaine de jours avec Patrick, ça m'a permis de nourrir ce roman et puis d'avoir accès à des documents, des témoignages qui étaient essentiels pour comprendre ce qui s'est joué. Est-ce que le climat géopolitique aujourd'hui vous a donné particulièrement envie de parler de ce sujet-là en particulier, ou bien c'était une idée qui est venue avant? Non, c'est une idée que j'avais depuis très longtemps, en fait. Moi, j'étais professeur de géographie politique, spécialiste de la démocratie en Afrique notamment. Donc, je connaissais très très bien les enjeux du Rwanda. Et quand je suis devenu écrivain, il y a une vingtaine d'années, très vite, l'idée d'écrire une fiction, un roman, un polar, en fait, un roman qui se lirait comme un récit d'espionnage, mais qui aurait pour caractéristique les événements avant et après le génocide, m'a tenu en haleine. Après, il fallait laisser passer le temps de la mémoire, le temps des rescapés, moi aussi, que je puisse à la fois construire mon histoire. Et donc, je pensais que une trentaine d'années, c'était peut-être le temps nécessaire à ce que ça mûrisse et aussi qu'il y ait le temps un peu de la pudeur. Enfin, voilà. Mais je crois que c'est nécessaire aujourd'hui de construire des fictions, comme on a construit beaucoup de fictions autour de la Shoah, une trentaine d'années après. Eh bien, c'est nécessaire aujourd'hui. Il y a énormément encore de zones d'ombre sur ce génocide. Il y a énormément de choses, notamment liées au service secret. Il y a l'implication d'États comme la France, du rôle de l'ONU. Et il y a vraiment une matière très importante pour de la fiction qui se nourrit évidemment du réel. Ça vaut pour un peu toute l'Afrique centrale aussi, donc qui est un peu dans le même état, on va dire. Oui, bien sûr. Alors bien sûr, je sais que le Rwanda, par exemple, sur le Congo, la République démocratique du Congo, évidemment, la Belgique est très sensible avec ces communautés qui habitent en Belgique. Le Rwanda a quand même ceci de particulier qu'il y a un génocide d'une part, ce qui n'est pas le cas, au moins en termes de reconnaissance internationale dans les autres pays. Et puis quand même, moi qui suis français, on a un très grand mystère qui est notamment la question de l'attentat qui a déclenché ce génocide. C'est un élément déclencheur comme François-Joseph à Sarajevo pour la guerre de 14. Exactement, sauf que l'attentat, on n'a pas, par exemple, les preuves de qui a vraiment tiré ces deux missiles qui vont abattre le président, qui vont déclencher le génocide. Et la présomption qu'il y aurait pu y avoir à minima des mercenaires français est une question qui est toujours latente, qui a d'ailleurs été traitée en Belgique par Colette Brockman, la journaliste belge, et qui en France est encore un relatif tabou. Et donc on peut penser qu'il y a vraiment des éléments de mystère, de barbouzerie, des secrets d'État qui passionnent les gens, bien sûr, mais qui demandent un jour à quand même être levés. En tout cas, je pense que la majorité des citoyens français ont envie de savoir la vérité. Comment on navigue entre la vérité historique avérée et son travail d'écrivain quand on écrit quelque chose sur un sujet aussi sensible qu'il faut rendre abordable, je dirais? Alors ça, j'espère que c'est mon savoir-faire. Enfin, je me suis vraiment pas posé la question. C'est-à-dire, quand j'ai attaqué ce roman, je savais qu'il fallait que j'en fasse un roman policier ou un thriller. Enfin, je sais pas, un roman d'aventure. Pour ça que ça commence par une histoire d'amour. On va avoir beaucoup d'empathie, j'espère, pour ce couple et cette famille. Et on va vouloir qu'ils se retrouvent, on va vouloir qu'ils survivent, on va vouloir connaître ce secret qui les empêche de tout se dire. Donc moi, je l'ai vraiment construit comme les autres romans que j'ai pu écrire. C'est-à-dire, on prend le roman, on ne peut plus le lâcher, on va jusqu'au bout, les chapitres sont courts, ça rebondit entre le passé, le présent, le futur, il y a des menaces, il y a des l'ombre morts, et la lumière, il y a des secrets, il y a des trahisons, il y a des vengeances. Bon, tout ça est présent évidemment dans des zones de l'histoire où les gens se comportent comme des crapules, comme des salauds, ou comme des héros. Bon, il y avait tous ces ingrédients. Et après, quelque part, je me suis laissé porter par le souffle de l'histoire, parce que l'histoire est tellement incroyable, à la fois horrible, mais à la fois des gestes héroïques que j'avais... Et même, j'ai beaucoup coupé parce qu'il y avait beaucoup d'éléments que j'ai mis dans une première version, qu'il a fallu raccourcir. Qui faisait quoi, 1200 pages? Non, mais il faisait bien, 100 pages de plus, largement. Wow. Et c'était... parce qu'à chaque moment, vous avez des choses incroyables. Et ce qui m'a beaucoup marqué, qu'on connaît moins sur le Rwanda, c'est en fait la période entre 90 et 94, le génocide, c'est toute cette marche pour la démocratie. C'est-à-dire que le Rwanda a toutes les armes pour devenir un pays moderne. 94, c'est là que Mandela se fait lire. C'est-à-dire vous avez du multiparti, vous avez toute une série de modérés qui se disent le Rwanda, ça va être l'exemple de l'Afrique. Nous, c'est un laboratoire. On n'a pas Mobutu, on n'a pas tout ça. Nous on va devenir la démocratie. On va montrer que c'est possible. Et ça va se terminer dans un bain de sang. Mais à chaque fois, on a des personnages historiques comme des personnages que j'invente qui veulent y croire. On a l'ONU, on a les Belges, on a les Français.
ils peuvent pas nous trahir, ils peuvent pas nous laisser tomber. On va être plus fort que les génocidaires, on va être plus fort que la haine. Et ça, je trouve que c'est très beau dans ce qui s'est passé. C'est dramatique parce qu'évidemment, ça va se terminer en bain de sang. Mais néanmoins, ça donne des personnages absolument, j'espère, inoubliables parce que ce sont des héros. Notamment, le rôle des femmes au Rwanda est extraordinaire. C'est les femmes qui vont porter la démocratie et c'est elles qui, en grande part, seront massacrées les premières. Le titre, c'est Les ombres du monde. Alors moi, quand je l'ai vu la première fois, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Téléphone. Oui. La chanson Je rêvais d'un autre monde. Est-ce que vous aussi, vous y avez pensé? Oui, parce que souvent, mes romans empruntent à des titres ou des paroles de chansons françaises. C'est assez discret parce qu'on peut lire Les ombres du monde sans forcément penser à un autre monde. Oui, Les ombres du monde, c'est à la fois les ombres du monde de la Terre, puisque c'est un génocide qui avait été oublié. En tout cas, les grandes nations vont regarder ailleurs pendant 100 jours pour ne surtout pas avoir à intervenir dans ce massacre. Donc, on ne parlera de génocide qu'à posteriori. Et ça a duré 100 jours. Pas toujours, parce que là, ça va durer 100 jours. C'est très court. Ouais. C'est un vrai blackout. On sait, mais ça tergiverse. Et voilà, puis voilà, 1 mois, 2 mois, et c'est fini. Donc, c'est très court quand même par rapport, si on compare à Gaza ou à des guerres qui s'enlisent. Là, on est sur quelque chose qui va être immédiat. Et il aurait fallu que la communauté internationale réagisse immédiatement. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est justement cette brièveté et le nombre de morts. Ouais, c'est le génocide le plus dramatique. C'est-à-dire que même pendant la Shoah, les nazis n'ont pas tué autant de gens par jour. Là, on est à plus de 10 000 personnes par jour. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et avec des machettes. C'est-à-dire que c'est un génocide, comme certains ont dit, agricole, un génocide de village. Donc c'est un truc hallucinant. On peut dédouaner un peu en se disant que personne ne pouvait imaginer qu'il y aurait un tel déclenchement de violence aussi rapide, si ce n'est que ça n'est pas une folie, c'est pas la haine qui s'est abattue sur les gens comme ça, c'est un génocide qui a été fait établi aujourd'hui, planifié méthodiquement. Il y avait des caches d'armes, il y avait des listes de gens à tuer, il y avait des gens. Enfin, c'est quelque chose qui était un système pyramidal extrêmement méthodique. Donc tout ça, finalement, était prévisible. Donc c'était aussi très industriel quelque part. Donc c'était très industriel, mais avec, comme on dit, pratiquement 1 million de bourreaux. C'est ça qui est unique. C'est-à-dire que là, souvent dans la Shoah, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé, mais il y a le chef de gare, il y a celui qui a conduit le train, etc. Donc là, les gens ont tué le plus souvent. Ils ont pris la machette. Voilà, ils ont pris la machette. Ouais. C'était pas juste ne pas voir. Voilà. Mais c'est pas que horrible. Hein. Non. Ben non, justement, vous parlez de l'histoire d'amour. C'est vrai qu'elle est très belle. On s'attache au personnage. C'est une très très belle histoire. Et ça s'appelle donc Les ombres du monde. C'est signé Michel Bussy. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Merci. Merci.